Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Bonjour et bienvenue à Mémoire du passé. Aujourd'hui, en compagnie de l'historien Michel Allard, nous allons voir des chapitres de l'histoire de Saint-Adolphe d'Howard et de Sainte-Anne-des-Lacs. Michel, on est à côté d'un bâtiment qui représente toute une pièce d'histoire de Sainte-Anne-des-Lacs. Oui, c'est une maison qu'on appelle pièce sur pièce. C'était la deuxième génération des maisons construites par les premiers colons. La première, c'était une maison en bois rond qu'on appelle. Et après ça, un peu plus tard, ici, c'était à la date des années 1875. Donc, à ce moment-là, on faisait du pièce sur pièce. C'est-à-dire qu'on prenait... Et c'était équarri à la hache. C'était équarri à la hache, ce qui fait que vous n'avez pas, si vous voulez, pas un madrier qui est exactement de la même largeur que l'autre. Oui, chaque pièce est unique, puis on peut même voir les coups de hache dans le bois, là. Voilà. Puis celle-là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas été revêtue. Parce que souvent, des anciennes maisons comme ça, pour rendre plus modernes, on mettait des barres d'eau, etc. Puis on en perdait l'original. Tandis que celle-là, c'est une originale, ça en est une vraie. Mais ça nous permet de parler de l'histoire de Sainte-Anne-des-Lacs. Voyez-vous, Sainte-Anne-des-Lacs, c'est ce qu'on appelle une municipalité qui est devenue municipalité uniquement en 1946. C'est récent, là. Oui. Donc, auparavant, son histoire est mêlée à celle de Saint-Sauveur, en particulier. Parce que les deux, le territoire c'était un seul et unique territoire avec Piémont, entre autres, Shawbridge. Voilà. Tout ça, ça faisait simplement un tout. Donc, il faut revenir un peu en arrière. Ici, ce qu'on a vu, c'est la première vague de colonisation dans les Laurentides, vers les années 1837-1840. Au même moment de la rébellion des Patriotes? Voilà, la rébellion des Patriotes. Or, la rébellion des Patriotes va faire deux choses. D'abord, Saint-Benoît va être brûlé. Donc, il y a des gens qui sont ruinés. Puis il y en a d'autres qui ont participé à la révolte des Patriotes, donc ils sont poursuivis. Or, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'en venir se réfugier par ici. Et il y avait deux voies possibles. Soit suivre la rivière du Nord, ou soit à partir de Bellefeuille, monter à travers de la forêt pour arriver ici, ce qui s'appelait à l'époque la côte Godefroy. Donc, probablement, ce sentier-là avait été tracé par les Amérindiens, mais ça, on ne peut rien assurer. Mais cette voie-là existe encore aujourd'hui. Donc, ils sont arrivés ici. On pourrait dire que c'était, à l'époque, la porte du Nord. Et donc, ils sont installés, mais qu'est-ce qui était arrivé? C'est qu'il y a beaucoup de colons qui venaient ici, c'était une voie de passage. Ils s'en allaient plutôt vers Saint-Sauveur, parce qu'ici, on est dans des collines, et la culture n'était pas très facile. Mais comme partout ailleurs dans les Laurentides. Comme partout ailleurs, mais il y a des places, comme dans la vallée de Saint-Sauveur, c'est plus plat. Donc, c'était un endroit de passage. Parmi les premiers colons, on se chicane de savoir qui est exactement le premier, mais il y a un nommé Jean-Baptiste Desjardins qui était un patriote, puis il y avait un nommé Paradis qui n'était pas un patriote. Donc, ça vous dit que le genre de personnes qui sont venues s'installer ici. Alors, c'est un petit peu, si vous voulez, c'est l'histoire, dans le fond, ici, non seulement du début de Sainte-Anne-des-Lacs, mais c'est un peu le début de toute la colonisation des Laurentides. Donc, Sainte-Anne-des-Lacs fait partie intégrante de l'histoire. Hein? On dit, ça commence en 1946, mais non, c'est pas vrai. Depuis plusieurs années, il y a de la vie ici. C'est la municipalité en 1946, mais le territoire, si vous voulez, était bien occupé bien avant ça.
Michel, on est à côté d'une église protestante parce qu'à Sainte-Anne-des-Lacs, les anglophones ont également joué un rôle dans le développement de la municipalité. Ils ont joué un très grand rôle. Il faut dire que les anglophones ils ont commencé à venir avec le train. Quand le train est arrivé dans les années 1890-1895, ce sont les anglophones qui, les premiers, sont venus ici. Et il y avait une chance, parce que le train, il y avait deux gares possibles. La gare Marois, qui était où est aujourd'hui l'autoroute. Et il y avait la gare de Shawbridge. Et de là, ils prenaient un taxi, puis ils s'en venaient ici. Donc, dans les années 1900-1910, ils ont construit une église. C'est une église protestante. Et, vous savez, comme ils étaient tout autour du lac, c'était pas juste une église pour des services religieux. Ils organisaient des activités sociales. Ils organisaient une épluchette de blé d'Inde, une soirée d'ensemble. Il y avait aussi des activités sportives, des régates, etc., etc. Bon. Donc, il y avait vraiment une vocation communautaire. Exactement, vous l'avez. C'était pour rassembler, pas uniquement au niveau religieux, mais c'était pour rassembler la communauté autour. Tant et si bien qu'ils ont réussi à obtenir des dirigeants de l'Église de construire un country club qui est à côté. On n'a pas ça souvent, là. L'Église puis le country club à côté. Et tout ce terrain-là appartient à l'Église. Et à partir de ce moment-là, ils ont commencé à travailler ensemble, les deux. Des fois, il y a des réunions qui se tenaient ici quand il y avait beaucoup de monde, où on prenait d'un côté ou de l'autre. Or, tranquillement, il y a toute une communauté, si vous voulez, anglophone qui s'est installée ici et qui s'est intégrée. Depuis quelques années, avec les changements qui se passent au niveau religion, en particulier sociétal et religion, maintenant, l'Église ici demande parfois à un rabbin juif de venir pour venir le dimanche, un prêtre catholique, etc. Donc, ça devient presque multiconfessionnel, mais sans être tout à fait multiconfessionnel, mais ça prouve qu'à un moment donné, bien, différentes communautés, se connaissant mieux, être capables de mieux vivre ensemble. En tout cas, ils ont choisi le lieu pour construire cette église-là, un endroit magnifique aux abords du lac Marois. C'est sans doute un des plus beaux plans d'eau que nous avons dans les Laurentides. À Sainte-Anne-des-Lacs, Michel, il y a plusieurs personnages importants qui ont demeuré ici. Et entre autres, quelqu'un qui a eu un impact significatif sur notre façon de fleurir nos jardins, c'est Marie-Victorin. Oui. D'abord, Marie-Victorin, c'est un frère des écoles chrétiennes. Et Marie-Victorin est un des premiers au Québec à s'occuper de botanique. Et puis, non seulement il s'est occupé de botanique, mais c'est lui qui a fondé le Jardin botanique de Montréal. C'est lui qui a fondé l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences. Mais Marie-Victorin s'est promené partout au Québec. Et sa grande œuvre, c'est la flore laurentienne. Le livre La fleur laurentienne. Le livre La fleur laurentienne. C'est rendu une encyclopédie et c'est un livre de base. Or, il se promenait un peu partout au Québec. Et ici, à Sainte-Anne-des-Lacs, c'était la résidence du docteur Dufresne. Docteur Dufresne, qui en passant, c'était le médecin du frère André, puis c'était le médecin de Camillien-Aude, qui était maire de Montréal. Or, il venait ici l'été, il s'installait ici. Il y avait une volière où il pouvait déposer ses graines, ce qu'il trouvait, etc. Et puis, il se promenait partout dans la région. Et il revenait. On dit aussi que probablement que le docteur il devait lui prêter une automobile pour être capable de circuler partout. Donc, il venait ici et il est venu pendant plusieurs étés. Et, semble-t-il, Marie-Victorin disait que la région ici, c'était très riche en diversité. Alors, c'est pour ça que c'est une région intéressante pour lui. Parce que plus vous allez vers le nord, moins la végétation est diversifiée, tandis qu'ici, on avait à la fois des végétations du sud et du nord, etc. Donc, à chaque été, il venait ici pendant plusieurs années et c'était, si vous voulez, une des bases pour écrire, encore une fois, ce qu'on dit, son chef-d'œuvre, La flore laurentienne. Et ici, on peut encore observer des aménagements qu'il a fait. Oui. On a découvert qu'effectivement, il y a certains aménagements qu'il a fait ici, parce que le bon frère devait, pour une façon ou d'une autre, pour compenser de rester ici, il a dû travailler sûrement
à aménager le territoire, le terrain comme on le voit actuellement. Michel, le bâtiment qui est devant nous a vraiment une architecture particulière. Oui, c'est une architecture très particulière et c'est très, très original. Imaginez-vous, ça a été construit pour faire un chalet de ski. Quand vous pensez à tous les chalets de ski qui existent dans les Laurentides, vous dites non, c'est impossible. Effectivement, ici, au Mont-Saint-Anne, il y a eu une piste, il y a eu un centre de ski qui a été instauré dans les années 50. Le Mont-Saint-Anne? Le Mont-Saint-Anne, pas celui de Québec, là. Le Mont-Saint-Anne. Et on a voulu, après ça, attirer, avoir quelque chose qui était un peu original. Alors, on a fait appel à l'architecte Lajoie, qui a construit, si vous voulez, le plan de ce magnifique édifice. Et qui permettait, si vous voulez, d'avoir, on ne le voit plus ici, une vue extraordinaire. Et ça ressemble à une étoile. Une étoile. On dirait que c'est une étoile en plein ciel. Et c'est le nom qu'on donne aujourd'hui au bâtiment. C'est le nom qu'on donne au bâtiment, mais j'irai plus loin. Même le bulletin de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs a pris comme titre l'étoile. Bon, donc c'était, si vous voulez, ce centre-là, ce chalet de ski. Chalet de ski a été construit. Malheureusement, quelques années plus tard, on a construit l'autoroute. L'autoroute 15 qui passe juste en bas. Part juste en bas. Et on est obligé de couper la pente, donc plus de ski. Et le chalet, c'est-à-dire le chalet de ski, est devenu un peu orphelin. Mais je vous ferai remarquer quelque chose. Vous regardez, on a l'impression que c'est un saut en ski. Et pas loin d'ici, il y avait ce qu'on appelle le saut de la mort. Le fameux saut de la mort, il y en a partout, ça, dans les Laurentides. Ah ouais, mais celui-là, là, à l'époque, il était fameux. Et le saut de la mort a été arrêté par l'autoroute. Et en même temps, bien, l'étoile est devenue, si vous voulez, un peu orpheline. Bon. Or, après ça, c'est devenu un condominium, etc., etc. Or, c'est quelque chose de très intéressant au niveau architectural. À une époque où, au Québec, vous vous rappelez, dans ces années-là, ou peut-être vous êtes trop jeune, peut-être vous ne vous rappelez pas, il y a eu le stade olympique, il y a eu ce qui était à côté. Il y avait en architecture... Il y a une richesse. Richesse. Essayez de faire quelque chose d'original, quelque chose de beau. Et je pense qu'ici, on l'a réussi. Aussi, toujours du côté dans le ski, il y a des gens, des précurseurs qui ont développé les Laurentides et des personnes qu'on parle peut-être un peu moins, mais qui ont également qui ont laissé leur marque. Oui. Bon, là, on vient de parler du ski alpin. Dans le ski de fond, il y a un nommé Paul Dahlmann, qui est un Suisse, qui vient s'installer à Montréal, qui fait la Première Guerre. Et là, il se fait blesser. Et on pense qu'il est mort. On veut l'enterrer, mais son visage bouffe quelque peu. On l'amène à l'hôpital, on le guérit, et en 1932, il vient s'installer ici. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a cartographié toutes les pistes de ski des Laurentides. Il les a cartographiées, des fois, il les a nettoyées, il en a ouvert d'autres. Il a aussi fait ces cartes, donc en indiquant aussi tous les montagnes de ski qui n'étaient pas nécessairement du ski de fond. Mais lui, il faisait ça bénévolement. Et puis, il voulait savoir s'il y en a qui étaient pour le copier, pour faire des cartes et les vendre par la suite. Voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il inventait des noms de rangs, il inventait des noms de montagnes. Et quand, à un moment donné, on faisait une publication commerciale, il pouvait savoir si on l'avait copié ou non. Donc, Paul Dahlmann, c'est un nom aussi à retenir dans l'histoire du ski. Et Paul Dahlmann, dans le fond, c'est une étoile du ski. Michel, on est rendu à Saint-Adolphe-d'Howard et ici, au cœur de la municipalité, on retrouve ce qu'on appelle une église de colonisation. Voilà. Quand on a fait la colonisation des Laurentides, vous savez que les curés étaient très impliqués. Mais les gens n'étaient pas riches. Donc, on a eu un modèle d'église qu'on trouve à peu près partout. C'est la même chose, c'est une petite église simple. Et souvent, ces églises-là on a mis un revêtement plus tard. Ça serait drôle de savoir qu'est-ce qu'il y avait en dessous. Souvent, c'était du pièce sur pièce, mais c'était revêtu plus tard. Bon,
Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Souvent, c'est drôle, dans ces petites églises-là, il y a des fois, il y a des petits chefs-d'œuvre. Par exemple, ici, il y a des vitraux de Nino Ninchuri, qui était un grand artiste de vitraux. Donc, il y a ça. Il y a aussi, il faut dire une chose, Saint-Adolphe, c'est arrivé dans une deuxième vague de colonisation. Une première vague de colonisation dans les années 1840 et une deuxième dans les années 1880. Si dans la première vague de colonisation, c'était surtout des laïcs, comme Augustin Norbert-Morin, comme Masson, comme le docteur Larocque. Dans la deuxième vague, ce sont surtout des clercs. Le curé Labelle, le curé de Sainte-Agathe, le curé Landry, le curé de Saint-Jovite, le curé Ouimet. Et ici, l'Église, le village, la colonisation, c'était parti par le curé de Saint-Sauveur. Ah oui? Oui, qui s'appelait Adolphe. Adolphe Jourdouin. Adolphe Jourdouin, voilà. Et donc, on a fait de la paroisse, on l'a appelé Saint-Adolphe, en l'honneur, parce que c'était lui qui avait donné le coup d'envoi, si vous voulez, qui avait aidé à créer. Or, donc, cette église-là, c'est devenu, effectivement, comme dans tous les villages, le centre, bon. Mais, écoutez, le curé Jourdouin, il voulait peut-être faire quelque chose de bien, mais à Saint-Adolphe, comme ailleurs, le sol... Et d'autant plus, ici, on a trouvé que c'est du potzoil. C'est du terrain qui s'irrigue très facilement. Donc, c'est difficile, l'agriculture, là. Donc, ça ne peut pas conserver l'eau. Ne pouvant pas conserver l'eau, ça s'irrigue et les terres ne sont pas des terres très, très fertiles. Donc, les gens ici ont eu assez de difficultés à vivre. Par contre, comme je vous ai déjà dit qu'en 88, le curé Labelle avait fait modifier les lois par rapport au commerce du bois, bien, ici, il y a eu, dans le Grand Saint-Adolphe, il y a eu plusieurs moulins à bois qui permettaient aux colons d'apporter leur bois et la possibilité d'en vivre. Donc, c'est tout ça, si vous voulez, c'est les débuts de Saint-Adolphe. Et pendant au moins une trentaine d'années, ici, ça a été plutôt une vie tranquille, une vie dans la quiétude. Juste en face de l'église, on retrouve le parc Adolphe Jourdouin, qui porte justement le nom du curé. Et devant ce parc-là, on a une vue magnifique sur le lac Saint-Joseph. Voilà, je pense que c'est la richesse de Saint-Adolphe, le lac Saint-Joseph et le lac Sainte-Marie qui communiquent. Mais pourquoi? Dans les années, quand le train est arrivé ici, dans les années 90, Saint-Adolphe était à peu près à mi-chemin entre Moronite, avec une ligne de chemin de fer, et Sainte-Agathe, une autre ligne de chemin de fer. Donc, les gens ont commencé à venir ici. Ils se sont trouvés que c'est un endroit tranquille. C'est un endroit où on pouvait, n'est-ce pas, se reposer. Et en 1897, à la fin du 19e siècle, les YMCA, Young Men Catholic Association, qui était un camp de vacances de jeunes, ont fondé sur l'île Otoroki, qui est de l'autre côté, ils ont fondé un camp de vacances. Et on dirait que fondant ce camp de vacances, ça a eu deux conséquences. D'abord, ça a eu de la conséquence qu'il y a d'autres camps de vacances qui ont ouvert, parce qu'ils ont dit que c'était un endroit qui est bien, qui est à l'extérieur, mais quand même pas trop loin. Puis deuxièmement, bien, il y a beaucoup de gens qui sont venus. Il y avait différentes auberges ici. Et puis, comme souvent le moule se prend, on prend l'auberge, après ça, on loue un chalet, on achète un chalet, et on se construit des résidences. Or, ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est un endroit qui est toujours demeuré beaucoup moins bruyant que d'autres endroits que l'on connaît dans les Laurentides. Ben oui. Oui. Puis en fait, c'est la beauté, la richesse des paysages qui font que Saint-Adolphe est Saint-Adolphe. Bien, Saint-Adolphe, c'est Saint-Adolphe. On vient à Saint-Adolphe, pas pour se défoncer, mais pour admirer le paysage, pour se reposer. Il y a aussi une chose que je voudrais dire aussi à propos. Ici, vous savez, il y a encore un centre de ski, le Mont Avalanche, qui n'est pas loin, juste ici en arrière. Or, actuellement, dans les Laurentides, à peu près tous les petits centres
sont disparus. Vous savez qu'à une époque, chaque village avait un centre, 2 centres, 3 centres. Et ici, ils ont gardé. Et là, je vais vous dire que moi, je me suis occupé un peu du ski. Régulièrement, on entendait « Mont-Avalanche va fermer, Mont-Avalanche va fermer », mais à chaque fois, il renaissait de ses cendres. À chaque fois, il renaissait de ses cendres. Et actuellement, bien non seulement on a réussi à l'utiliser l'hiver, et on l'utilise l'été aussi avec différentes pistes, etc., et du vélo de montagne. Donc, ça demeure une richesse actuellement. Et le club de ski Avalanche est un club un peu spécial, dans le fond, que c'est un centre de ski familial où il fait bon vivre, où il fait bon skier. Alors voilà, disons que c'est ce qu'on pourrait dire du village. Et encore une fois, ici, il faut... Écoutez, on entend le vent, on n'entend pas de tout. Les vagues. Les vagues. Alors voilà. Michel, juste à côté de nous, il y a un bâtiment qui est rempli de graffitis. Mais il y a quelques années, ce bâtiment-là a joué un impact. Il y avait un impact majeur sur l'histoire de Saint-Adolphe, du Québec, du Canada et même du monde. Là. Oui, effectivement. Voyez-vous, nous sommes en 1950. Imaginez, 1950. Le monde est divisé en 2 blocs. Le bloc communiste, autour de la Russie. Le bloc de l'Ouest, autour des États-Unis. Et là, on craint une guerre. On craint que les communistes veulent envahir, si tu veux. Et les Américains se souviennent de quelque chose. En 1941, ils ont été attaqués à Pearl Harbor par les Japonais par une attaque surprise, alors que théoriquement, c'était la paix entre les 2 nations. Alors là, les Américains disent, écoutez, on ne se fait pas prendre à ce coup-ci. Excusez-moi de dire ça comme ça. Or, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont approché les Canadiens et ils ont formé le NORAD. C'est Northern Air Defense Command. Donc, ça veut dire que les 2 nations ont mis leurs forces aériennes ensemble. Et là, ils se sont dit quelque chose. La Russie, quel est le chemin le plus court pour les Russes pour venir attaquer les États-Unis? C'est passer par le pôle Nord. Donc, à ce moment-là, il faut protéger le Nord. Or, protéger le Nord comment? Bien, il faut détecter les avions. Parce qu'ils vont dire, en avion, il faut les détecter le plus proche possible de leur base. Et là, on va pouvoir avertir. Nous, on va pouvoir préparer la riposte, etc. Alors, ils ont fait 3 lignes de radar. La Dew Line, qui est la ligne la plus haut au nord. La McGill Line, qui était le milieu. Et ici, c'était le Pine Tree Line. Ici, à Saint-Adolphe. Oui, et pas juste à Saint-Adolphe aussi, là, tout le long là, du Canada, là, à peu près à cette hauteur-ci. Mais c'est celle qui passait ici. Ici, c'est ça, la Pine Tree Line. Mais là, le problème, après ça, où va-t-on mettre notre poste de radar? Or, ils ont dit, il y a 3 choses qu'il faut. 3 conditions essentielles. D'abord, il faut qu'on soit assez haut pour pouvoir voir le ciel, ce qui se passe. Et la région de Saint-Adolphe, c'est après la région de Tremblant, la région la plus haute. Donc, on dit, c'est une bonne place pour ça. Deuxièmement, il ne faut pas que le soir, le ciel soit pollué par les lumières de ville. Parce qu'autrement, ça va tout... La visibilité serait réduite. Voilà. Donc, Saint-Adolphe, qu'est-ce qu'il y a de plus proche? Le petit village de Saint-Adolphe. Sainte-Agathe, à ce moment-là, c'était pas Sainte-Agathe d'aujourd'hui. Mais voilà, bon, ici, on va bien. C'était parfait. Troisième chose, il faut que cet endroit-là, si on a une attaque terrestre, tout à coup, il y aurait des parachutistes qui arriveraient. Il faut qu'on soit capable de bloquer l'endroit. Or, ici, il y a uniquement une route qui sépare entre Morgan Heights et le village. Donc, ils ont dit Saint-Adolphe, c'est l'endroit idéal pour construire notre base de radar. Alors, effectivement, ils ont construit cette base ici. Et puis là, ils ont commencé à surveiller le ciel. Mais on raconte qu'au début, c'est arrivé, semble-t-il, une fois ou 2, où il y a eu de la difficulté à différencier un vol d'outarde d'un avion russe. Il faut dire que s'il avait déclenché une alerte, ça aurait été très grave. Parce qu'en même temps qu'il y avait cette base de radar, à ce moment-là, les Américains tenaient dans le ciel des bombardiers qui étaient, dit-on, avaient des bombes atomiques. Or, du moment qu'ils auraient déclenché l'alerte, eux auraient été directement attaquer les Russes.
pour avoir une spot immédiate. Heureusement, ce n'est pas arrivé. Et aussi, il faut rajouter peut-être une chose, c'est qu'il n'y avait pas uniquement ici à Saint-Adolphe. Il y avait à la Macasa. Vous savez, il y a une piste d'avion aujourd'hui qui sert pour ceux qui veulent aller à Tremblant, mais ça, c'était une base au cas où. C'est une base d'urgence pour que si les avions alliés étaient mal pris, ils auraient pu atterrir là. Et deuxièmement, on avait établi là une base de missiles Beaumark, c'est-à-dire qu'on aurait pu envoyer les missiles. Bon. Or, tout ça, dans le fond, Saint-Adolphe est venu à ce moment-là un endroit névralgique et a participé à ce qu'on a appelé la guerre froide, qui n'est jamais devenue une guerre chaude. Puis en fait, toutes ces infrastructures-là n'ont jamais vraiment servi. Oui, elles étaient utilisées parce qu'il y avait des gens ici, mais on s'en est pas servi pour se défendre. Non, mais je pense qu'à travers ça, ça a plutôt montré qu'on était capable de se défendre. Et c'est sûr que les Russes, avaient une affaire comme ça, je pense que c'était plutôt, à mon avis, il y avait qu'on voulait de la prévention, mais de la prévention qui a dû coûter passablement cher aux contribuables canadiens et québécois. Michel, oui, il y avait la base de radar, ce qui amenait beaucoup de gens, beaucoup de militaires ici à Saint-Adolphe. Et il fallait les héberger, ces gens-là. Donc, on a construit un petit village juste pour eux. Oui, exactement. Mais vous savez, le principe de base d'une base militaire, excusez le deux mots, c'est qu'il faut que ça soit capable de se subvenir par elle-même. C'est-à-dire que s'il y a une attaque, elle doit être autonome. Elle doit être autonome. Donc, on a tout. On avait des baraques pour les hommes célibataires, des baraques pour les femmes célibataires. Il y avait c'est comme ici, c'est des maisons pour officiers. Il y avait des maisons pour personnes mariées. Il y avait un centre sportif. Il y avait un cinéma. Il y avait un médecin. Il y avait un hôpital. Il y avait une petite chapelle. Il y avait tout. Il y avait des pompiers. Il y avait les MP, la police militaire. Donc, il y avait tout pour être capable de subvenir. Et c'est ici que les militaires restaient. On dit aussi que, vous savez, les militaires, ici, c'était des aviateurs. Bon. Et qu'est-ce qu'on dit? À tous les 3 ans, il fallait qu'ils changent d'endroit. Et là, tout le monde demandait de venir rester ici. Pourquoi? Parce que c'était en pleine nature. Et vous aviez à côté Moron Heights, qui n'est pas trop loin, les pentes de ski. Donc, c'était comme venir travailler dans un endroit de villégiature. Alors donc, tout le monde, écoutez, voulait travailler ici. C'était le resort des militaires. Oui, il ne faudrait pas leur dire ça, mais ils travaillaient un petit peu en allant travailler à la base. Et à un moment donné, il y a eu jusqu'à 1000 personnes ici. De 6 à 700 militaires et plusieurs civils. Et ça, c'était, pour la région, c'était un boom économique extraordinaire. Parce que ces gens-là, ils ne restaient pas tout le temps ici, c'est la base. Donc, ils sortaient, ils allaient dépenser à l'extérieur. Et ça a duré, voyez-vous, jusque dans les années 85, 86, où là, comme la paix était revenue avec les Russes, une paix plus ou moins mitigée, mais quand même, et là, on a décidé que ces affaires-là de radar s'étaient dépassées, on avait d'autres moyens. Donc, la base a été abandonnée, ça a servi à un moment donné d'une espèce de camp. Et aujourd'hui, c'est un secteur domiciliaire. Et au bout, on a dans l'ancienne baraque, c'est un camp médical qui a une réputation internationale. Pas pour les débutants, mais pour les gens qui sont déjà des professionnels de la musique et qui viennent ici se perfectionner durant l'été. Voilà. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.